bonjour mon général. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au siège du commandement des réserves. Alors vous êtes le patron des réserves, le commandant des réserves. Vous avez servi dans plusieurs unités d'élite comme le GIGN ou le commandement des opérations spéciales. Vous avez d'ailleurs servi une année en Afghanistan. Que représentent pour vous, mon général, les réserves? Mais écoutez, vous venez de citer quelques affectations que j'ai eues au cours de ma carrière. J'en ai eu d'autres en sécurité publique générale. J'ai commandé une compagnie de gendarmerie à Salon-de-Provence, un groupement de gendarmerie en Haute-Savoie, la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de la Côte d'Or. Et dans ces unités-là, nous employons beaucoup de réservistes au quotidien dans les missions de sécurité publique générale. Et lorsque j'ai quitté la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté, j'ai été affecté au commandement des réserves de la gendarmerie. Vous êtes, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, au siège. Et j'ai découvert un véritable challenge. Tout d'abord défi que m'avait fixé le directeur de la gendarmerie, de transformer le commandement des réserves en un véritable commandement de pleine compétence, le restructurer et piloter ces nombreux réservistes que nous avons sur le territoire national, puisque nous avons plus de 30 000 réservistes opérationnels qui aujourd'hui œuvrent à nos côtés. D'ailleurs, nos directeurs généraux et le directeur général actuel a coutume de dire, la gendarmerie, c'est 140 000 gendarmes d'actifs et de réserve, hommes et femmes, qui servent nos concitoyens. Alors mon général, justement, vous venez de parler de 30 000 réservistes. Vous parlez parfois de réservistes augmentés. Alors on connaît cette expression de réalité augmentée, mais que signifie pour vous cette expression de réserviste augmenté? C'est vrai qu'avec la modernisation, le numérique, on parle de 2.0, 3.0, 4.0. On parle aussi de réalité augmentée. Le champ du numérique est un champ qui est immense. Et je crois qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'avoir un réserviste qui peut bénéficier d'un certain nombre de moyens qui le font rentrer directement dans la modernité. Notre directeur général, le général d'armée Rodriguez, a engagé un plan de transformation de la gendarmerie 2024 où le gendarme est au service de la population, c'est pour la population par le gendarme. Pour autant, si l'humain reste au cœur de nos préoccupations, le numérique, les nouvelles technologies, les innovations sont en permanence à l'esprit de chaque gendarme, quel que soit son grade et sa fonction. Et typiquement, s'agissant du réserviste, je suis parti d'un postulat qu'il fallait augmenter ses compétences, augmenter ses équipements et augmenter aussi la manière dont il pouvait aujourd'hui rendre les meilleurs services à la gendarmerie. Un exemple simple. En 2018, le précédent directeur général de la gendarmerie m'a demandé que chaque réserviste puisse bénéficier d'un gilet pare-balles individuel. C'est logique, lorsqu'on est engagé en mission de sécurité publique générale, on doit à nos réservistes une protection balistique. Et ce plan qu'on a fait en liaison avec les services logistiques, avec le CELMI et avec d'autres bureaux de la direction générale de la gendarmerie, a permis d'équiper nos réservistes individuellement d'un gilet pare-balles. Les 30 000 réservistes. Les 30 000 réservistes opérationnels de niveau 1. Cette mesure, qui peut sembler, vu de l'extérieur, simple, mais qui a aussi un coût, a été extrêmement bénéfique, puisque avec la pandémie, vous imaginez bien que les réservistes ne peuvent plus prendre un gilet pare-balles qui appartient à l'eau collectif, avec les risques de transmission de la pandémie. Donc, on a augmenté la capacité des réservistes au plan balistique, mais on le fait dans plein d'autres domaines. Dans le domaine, prenons un autre exemple, la solde des réservistes. Aujourd'hui, les réservistes sont rémunérés avec le même système de solde que la gendarmerie d'active. Agora Solde, réserve, permet aujourd'hui de rémunérer un réserviste 32 jours après qu'il ait accompli sa mission. Et je pourrais vous citer de multiples exemples, mais ça serait, je dirais, fastidieux pour ceux qui nous écoutent. Mais en tout cas, le réserviste augmenté, c'est augmenter sa capacité dans tous les champs, sans jamais perdre. Vous savez que la devise de la gendarmerie, c'est une force humaine. Donc on doit jamais, c'est pas parce qu'on améliore grâce aux nouvelles technologies qu'on doit perdre de vue une seule chose, c'est que l'humain doit rester au cœur de tout. L'humain, celui qui sert dans nos rangs de la gendarmerie, mais l'humain, celui avec qui on parle, avec la population,
avec tout doit rester, on doit à chaque fois faire preuve d'humanité dans l'exécution de nos missions. Alors vous parlez d'humanité en général. Plusieurs corps d'armée ont déjà à leur disposition une réserve opérationnelle. Quelle est selon vous, mon général, la particularité, la singularité de la réserve opérationnelle de la gendarmerie que vous dirigez? Alors, la réserve opérationnelle de la gendarmerie, tout d'abord, c'est une réserve militaire. Donc finalement, elle résulte de plusieurs siècles d'appartenance au ministère des Armées, de la Défense, du Moyen-Âge, je dirais, jusqu'à l'année 2009. Cette gendarmerie, si elle est d'essence militaire, si elle est structurée par le Code de la Défense, pour autant, effectivement, vous avez utilisé le terme, elle est singulière. Elle est singulière pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est une gendarmerie qui est bien sélectionnée, bien équipée, bien entraînée et surtout bien employée. Qu'est-ce qui fait sa force à cette réserve-là et sa singularité? C'est que c'est une réserve de proximité. Et c'est une réserve qui s'appuie sur la disponibilité. C'est-à-dire que nous avons un système qui s'appelle Minotaur, qui est un système informatique qui permet au réserviste depuis chez lui de déclarer ses disponibilités. Et la gendarmerie, elle, déclare sur ce système les missions qui doivent être accomplies. Donc finalement, Minotaur, c'est quoi? C'est la rencontre d'une volonté générale, celle de la gendarmerie, celle de l'État, d'employer des réservistes, et la volonté individuelle de chaque réserviste de déclarer le fait qu'il est disponible. Donc c'est une réserve qui s'appuie sur la disponibilité des réservistes, mais c'est surtout une réserve de proximité. Chaque réserviste est employé près de chez lui, je dirais, en tout cas dans une circonscription très voisine de là où il habite. Et ça, c'est une force, puisque en sécurité publique générale, un peu si on prend l'image de la vigne, elle va chercher ses sels minéraux par ses racines. Eh bien, une force de police, elle doit disposer de racines, de récupérer ces sels minéraux, c'est-à-dire être en contact avec son terroir, être en contact avec les climats, être en contact avec la population et adapter sa mission de sécurité publique générale je dirais, aux spécificités locales. Vous savez, c'est la théorie des climats de M. Montesquieu, la géographie. Chaque loi doit être adaptée à la géographie, doit être adaptée au climat, doit être adaptée aux spécificités de la population. Et les missions de sécurité publique générale, si ce sont des missions régaliennes, en tout cas, elles s'exécutent en tenant compte des caractéristiques territoriales. Et ce réserviste, quelle est sa qualité? Mais finalement, comme il est employé près de chez lui, il connaît très bien le terrain, il connaît bien la population, le contexte, et sa réponse est adaptée. Et en fait, notre directeur général le dit souvent, la réserve de la gendarmerie, c'est une pépite, c'est une mine d'or où il y a de multiples pépites. Et en fait, nous nous appuyons sur ce tissu local, sur ce rayonnement local, qui permet d'adapter notre réponse et notre production de sécurité aux spécificités du terrain. Alors, mon général, le président de la République a annoncé vouloir remettre en place le service national universel. Quel rôle va jouer la gendarmerie dans ce nouveau dispositif? Alors, effectivement, le service national universel est un marqueur de la campagne présidentielle de notre actuel président de la République et en tout cas fait partie des objectifs gouvernementaux. Ce service national universel, finalement, c'est un constat. Faisons un peu d'histoire. La réserve en général s'appuyait sur la conscription. Or, vous le savez, jusqu'en 1997, il y avait un service militaire et ce service militaire permettait à une classe d'âge d'aller se former pour être prêt en cas de conflit majeur. 14-18, guerre 14-18, le conflit de 39-45. À chaque fois, ce sont des centaines de milliers de réservistes qui se sont mobilisés, qui ont rejoint les centres mobilisateurs pour après rejoindre le front. Je crois que dans les 3-4 premiers jours de la guerre 14-18, c'est plus de 400 000 réservistes qui ont convergé vers les centres mobilisateurs. 1997, suspension du service militaire. Et déjà, dès le livre blanc de 1994, on commence à parler d'une réserve d'emploi qui va prendre le pas sur une réserve de masse. C'est-à-dire une réserve qui serait mieux recrutée, mieux sélectionnée, mieux équipée. Dans les années 2000, à la direction de la gendarmerie, le bureau défense, les officiers rédacteurs, dont je faisais partie, ont imaginé que comment gagner des marges de manœuvre en matière de lutte contre la délinquance, c'est spécifiquement
d'utiliser les réservistes dans les missions de sécurité publique générale. Le législateur, en 1999, crée la loi des réserves telle que les réserves sont organisées aujourd'hui, la réserve militaire, parce qu'il part d'un postulat, c'est qu'avec la suspension du service militaire, il faut quand même maintenir le lien armée-nation. Et ce lien armée-nation, c'est la loi de 99 modifiée en 2007, qui structure les réserves telles que nous les connaissons aujourd'hui. La réserve opérationnelle de niveau 1, pour la gendarmerie, c'est 30 000 hommes et femmes, dont 70% sont issus de la société civile, c'est-à-dire n'ont pas porté d'armes avant de rejoindre les rangs de la gendarmerie. 30% seulement sont d'anciens militaires. Et finalement, on est bien dans l'esprit du législateur de 1999 avec ce lien armée-nation. 70%, même 75% de nos réservistes sont ce qu'on appelle les ab initio, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de passé militaire. Ce qui caractérise les uns et les autres, les ab initio et les anciens de l'arme, c'est qu'ils ont signé un engagement à servir dans la réserve. Donc on est bien dans cet esprit-là. Mais je pense que le président de la République, le législateur, le gouvernement, veulent aller plus loin avec le service national universel. C'est-à-dire que pour une classe d'âge, aujourd'hui, la gendarmerie, on est le premier contributeur de la journée défense et citoyenneté, la JDC. Et dans le service national universel, ont été imaginées 3 phases. Une phase dite de cohésion, la phase 1, une phase dite de la mission d'intérêt général, ces 2 phases étant obligatoires, et une 3e phase qui est la phase dite de l'engagement. Dans la première phase, la gendarmerie intervient à 2 reprises. Aujourd'hui, nous sommes le premier contributeur en termes d'instructeurs, journée défense et citoyenneté. Il y a dans ce séjour de cohésion 2 journées où la gendarmerie intervient. Il y a 12 jours en tout, il y a 2 journées où nous sommes présents. La première journée, c'est la journée défense et mémoire, où nous sommes présents aux côtés de nos camarades des armées. Dans cette journée, c'est tout ce qui est le patriotisme, la défense du pays, les sécurité cérémonies, nationale. Exactement. Tout ce qui amène à la cohésion nationale et avec les rendez-vous patriotiques majeurs qui jalonnent une année et puis d'autres instructions. La journée sécurité intérieure et résilience, avec nos camarades de la police et des sapeurs-pompiers, également de la délégation générale à la sécurité routière, nous avons conçu la pédagogie de cette journée sécurité intérieure et résilience. J'ai proposé 2 cas concrets qui ont été validés par les camarades des autres directions générales. C'est un premier cas concret le matin qui est un accident de la route, un accident de la circulation, où on est resté vraiment dans l'esprit du service national universel, c'est-à-dire que les jeunes doivent être maîtres de leur pédagogie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des cours ex cathedra, il y aura bien sûr un petit peu de théorie, mais surtout, typiquement pour l'accident de la route, d'aller dehors, de simuler un accident de la route avec un cyclomotoriste et puis un véhicule, et de faire jouer aux jeunes qui suivent le SNU tous les rôles des gens qui sont acteurs, témoins d'un accident de la route. D'abord, la personne qui conduit dans le véhicule est accidentée, le jeune qui s'est fait faucher avec son scooter, on met les choses en place, les témoins, qu'est-ce qu'on dit au centre opérationnel de la gendarmerie quand on assiste à un accident, qu'est-ce qu'on donne comme renseignement lorsque l'on fait le 18 ou le 15, parce qu'il y a des blessés graves, pourquoi le maire de la commune vient sur les lieux de l'accident, pourquoi on peut avoir la présence des gendarmes, des pompiers, quel est le rôle de chacun, et on fait jouer aux jeunes tous les rôles possibles et imaginables, et au fur et à mesure que l'accident, je dirais, se déroule, on monte la gestion post-accidentelle, on explique comment il faut éviter un suraccident, c'est-à-dire il y a un accident qui est là, pourquoi il faut ralentir aux abords d'un accident, donc vraiment, on développe toute une pédagogie autour des accidents de route, parce que les jeunes restent malheureusement encore les premières victimes des accidents de la sécurité routière, notamment sur les 2 roues. Donc on explique les causalités de l'accident, mais on essaye de faire quelque chose de très vivant. Et de très pratique. Et de très pratique, okay. Exactement. Par exemple, quels sont les gestes de premier secours sur un accident? Le jeune est par terre, est-ce qu'on doit le bouger alors que peut-être sa colonne vertébrale a été touchée? Voilà la pédagogie autour de l'accident de la route. Il s'ensuit toujours dans cette journée de sécurité intérieure et résilience
un module sur les risques sur Internet, puisque nous sommes aperçus avec les statistiques que 10% des jeunes pouvaient être harcelés par SMS ou par les réseaux sociaux modernes. Ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Voilà, le cyberharcèlement, donc on les sensibilise à ça. Et puis, pour connecter avec le module suivant qui se passe l'après-midi, on a imaginé une mauvaise rencontre sur Internet, disparition d'une mineure, et là, c'est le cas concret de la disparition inquiétante de personnes. Pourquoi la disparition inquiétante de personnes? Parce que tous les jours, la gendarmerie ou la police fouille des zones ou procède à des recherches parce que on a un signalement d'une personne disparue. Là, la population, et on le voit parfois dans les images d'actualité, peut prêter main forte aux forces de police et de gendarmerie dans ce qu'on appelle les recherches administratives, comment on ratisse une forêt, comment on fouille dans un quartier d'habitation, quels sont les réflexes à avoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment on peut aider les forces à faire ces recherches. Et donc là, c'est aussi l'occasion de faire de la topographie, de l'orientation, de montrer comment on ratisse sans se perdre les uns les autres, parce que si on recherche une personne, c'est pas pour perdre d'autres personnes. Donc c'est à la fois un exercice de cohésion, mais c'est aussi, on montre comment, au-delà peut-être des images d'Épinal véhiculées, on peut donner un coup de main. Dans ce cas concret, à un moment donné, on retrouve la mineure qui avait fait une mauvaise rencontre, elle est blessée, et là, on bascule la responsabilité de la police ou de la gendarmerie à nos camarades des sapeurs-pompiers qui, à ce moment-là, prennent le leadership pour porter secours. Donc voilà un petit peu la journée sécurité intérieure et résilience de la phase 1, des 12 jours de cohésion en lycée ou dans un établissement qui accueille le SNU. Et d'ailleurs, cette année, c'est 25 000 jeunes qui vont être accueillis au service national universel phase 1. À l'issue de cette phase 1, les jeunes peuvent faire un choix pour faire une mission d'intérêt général au profit d'une association, au profit d'une collectivité territoriale, au profit de multiples, ou même avoir un projet dit d'intérêt général. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Nous avons imaginé, pour les gendarmes, pour le commandement des réserves de l'armée, que le dispositif qui pouvait accueillir la mission d'intérêt général phase 2, c'était les cadets de la gendarmerie. Sous quelle forme? Chaque département crée une association, loi 1901, dirigée par des réservistes citoyens de la gendarmerie et par toute bonne volonté, et accueille 30 jeunes cadets par département. Donc ce qui fait qu'au plan national, ça va faire 3000 jeunes qui ont fait la phase 1 du SNU, qui ont choisi la phase 2 avec nous, et qui feront les cadets de la gendarmerie. Et ces cadets de la gendarmerie seront présents dans tous les territoires gendarmerie ou pas forcément? Les cadets de la gendarmerie sont présents dans tous les territoires français, puisque nous sommes présents dans tous les départements, et y compris l'outre-mer, où on a déjà des cadets de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, à La Réunion. Donc vraiment, il y a une vraie dynamique qui s'est instaurée. Et en plus, ces cadets de la gendarmerie, je dirais, qui sont vraiment inscrits dans la phase 2 du SNU, s'inscrivent aussi dans le cadre du plan 10 000 jeunes qui a été mis en place par notre ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. Donc les cadets de la gendarmerie, c'est vraiment un dispositif très intéressant et qui va permettre aux jeunes de côtoyer des gendarmes pendant une quinzaine de jours, soit bloqués, soit en perlé sur une année, avec les samedis ou les mercredis des rendez-vous. Et ne nous cachons pas les choses, c'est aussi un formidable vivier de recrutement. Mais même si ces jeunes ne viennent pas rejoindre les rangs de la gendarmerie dans la phase 3, dite celle de l'engagement, c'est-à-dire la préparation militaire de la gendarmerie, le concours des officiers ou des sous-officiers de gendarmerie, le concours des corps de soutien, les multiples concours que propose la gendarmerie. La gendarmerie, c'est plus de 600 métiers, donc franchement, il y a vraiment des belles carrières à faire. Même si ces jeunes ne nous rejoignent pas nos rangs, on part d'un postulat, c'est qu'ils nous auront côtoyés, on les aura appréciés, ils nous auront appréciés, et ils n'auront pas peur, s'ils sont témoins ou victimes, de pousser ou la porte d'un commissariat ou la porte d'une brigade de gendarmerie pour soit apporter un renseignement, soit déposer plainte, ou tout simplement pour échanger, comme le font certains avec les forces de l'ordre, parce qu'ils passent devant la brigade et ils s'arrêtent simplement dire bonjour. Ça arrive parfaitement
dans nos provinces françaises. Vous créez le lien. Alors, mon général, vous nous avez parlé en introduction du plan de transformation de la gendarmerie, vous l'avez évoqué. Est-ce Oui. que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette ambition de transformation de la gendarmerie? Notre directeur général a placé pour ambition de transformer la gendarmerie dans le cadre de ce qu'il appelait Gen 2024, c'est-à-dire faire en sorte que le gendarme réponde le mieux possible aux attentes de la population tout en étant un gendarme épanoui. D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous me parliez du gendarme augmenté, non seulement il a augmenté, le réserviste, il a augmenté, je dirais, dans le domaine du numérique, dans le domaine des nouvelles technologies, mais ça doit rester un réserviste épanoui. Et notre DG souhaite aussi, notre directeur général, le gendarme Rodriguez, que le gendarme en général et le réserviste en particulier soit, je dirais, quelqu'un d'épanoui au service de ses concitoyens, avec quatre grandes pistes stratégiques. Tout d'abord, mieux accompagner, ensuite mieux progresser, mieux protéger et surtout mieux fonctionner. Donc en fait, c'est en permanence le gendarme qui progresse, qui est épanoui, mais qui reste au service de la population pour mieux la protéger. Donc en fait, ce plan de transformation, c'est un plan qui nourrit des ambitions dans de multiples domaines, qui fait attention aux conditions matérielles, logistiques, environnementales, qu'il s'agisse de l'environnement physique, mais aussi du cyberespace, pour mieux protéger les concitoyens là où ils se trouvent. Donc c'est un exemple. Alors, mon général, merci pour cet exemple très, très, très riche. Vous avez engagé la réserve opérationnelle, mon général, sur des opérations d'ampleur nationale. Pouvez-vous nous parler de ces opérations telles que Poséidon, Limes ou DAT Covid? Alors, ces missions, elles sont éminemment connectées aux événements. Qu'est-ce qui fait la richesse d'une carrière pour un sous-officier, un militaire du rang ou un officier de la gendarmerie? C'est que cette carrière, elle est très riche parce qu'elle est soumise à quelque chose que l'homme ne maîtrise pas, c'est l'événement. L'événement est pluriel et finalement, la gendarmerie, c'est l'outil de gestion de crise par excellence. Pas seule, elle n'intervient pas seule, elle intervient dans un contexte interministériel, dans un contexte où chaque ministère apporte sa pierre à l'édifice. Prenons un exemple qui nous touche directement aujourd'hui, la pandémie Covid. Dès le mois d'avril 2020, dans le cadre du déconfinement, avril-mai, nous avons apporté notre soutien à nos amis de la Poste pour réouvrir les bureaux de poste et surtout assurer le versement des prestations sociales dans des conditions de sécurité optimale. Et c'est les réservistes dans le cadre de l'opération Zeno qui l'ont fait. Les détachements, vous avez évoqué au mois d'août, nous avons déployé les détachements d'appui territoriaux du Covid. Il s'agissait de vérifier bien le respect des gestes barrières, de faire en sorte que les réservistes apportent leur pierre à l'édifice face à une pandémie qui touche le plus grand nombre d'entre nous. Enfin, deux autres opérations que vous avez évoquées, l'opération Limes. Des actes de terrorisme odieux ont été commis à la faveur de la fin de l'automne 2020 et sur proposition du directeur général de la gendarmerie, le gouvernement a fait mettre en place un dispositif visant à mieux protéger les frontières et mieux lutter contre le terrorisme avec du contrôle dans la profondeur. C'est ainsi des milliers de réservistes qui ont été déployés sur le sol national pour faire baisser le degré de menace qui pouvait peser sur nos concitoyens. Donc c'est les opérations Limes, avec des compagnies de réserve territoriales composées entièrement de réservistes, dirigées par des réservistes mais pilotées par la gendarmerie d'active, qui se sont déployées dans la région sud-est, dans la région sud, dans la région sud-ouest, aux frontières de notre pays et dans la profondeur de celle-ci, en appui d'autres services ou de façon autonome. Donc c'était une opération majeure et qui a engagé beaucoup de réservistes. Et enfin, vous évoquiez Poséidon. Poséidon, c'est une opération qui a succédé à une opération qui a été appelée Small Boat. Des migrants utilisent des embarcations parfois improbables pour essayer de rejoindre l'Angleterre dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Et cette opération, qui vise à déployer plus d'une centaine de réservistes tous les jours, vise à faire en sorte
que ces migrants n'utilisent pas des embarcations et ils sont voués à une mort certaine. Je vous prends un exemple, là, ont été interceptés quelques migrants qui ont utilisé une piscine gonflable pour tenter de traverser la Manche. Ils ont été interceptés au bon moment. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants, et qui étaient voués à une mort certaine. Donc en fait, en luttant contre l'immigration dans le Nord-Pas-de-Calais, nos camarades de la réserve opérationnelle engagés dans l'opération Poséidon sauvent des vies. Et c'est une mission très valorisante. Et là, c'est des sections de réserve territoriale, donc l'équivalent d'une vingtaine d'hommes, qui viennent soit de la région Bretagne, de la zone ouest, soit de la région Île-de-France, zone Île-de-France, soit de la zone Grand Est. Donc les généraux qui dirigent ces zones fournissent tous les 15 jours une nouvelle section pour renforcer, donc ça fait 45 hommes en tout si vous cumulez les 3 sections, qui renforcent 45 réservistes du Nord-Pas-de-Calais qui œuvrent pour cette mission aux côtés de la gendarmerie d'Active. Il faut bien comprendre que dans toutes ces missions, elles sont pilotées par notre direction des opérations de l'emploi et notre directeur général bien sûr, notre direction des opérations de l'emploi, en liaison permanente avec les CRG, car mettre en œuvre des réservistes, ce n'est pas mettre en œuvre des gendarmes d'Active. En effet, un réserviste, Winston Churchill disait, est 2 fois citoyen. Moi, j'ai coutume de dire qu'il l'est même 3 fois, puisque si vous prenez son engagement professionnel, son engagement familial et son engagement de réserviste, il est 3 fois citoyen. Et donc, pourquoi les choses se font en liaison avec le commandement des réserves de la gendarmerie? Parce qu'il y a des délais pour convoquer un réserviste, il faut 1 mois pour ceux qui ont un emploi, parce qu'il faut que le réserviste puisse prévenir son patron de son engagement, qu'il soit dans la fonction publique ou dans le privé. S'il est retraité, c'est plus simple, mais il faut aussi qu'il s'organise. Donc, la réserve est vraiment spécifique dans son emploi, mais c'est une très belle ressource, puisque c'est une ressource qui à la fois est très volontaire, très motivée, mais c'est aussi une ressource réversible, c'est-à-dire que quand la mission s'arrête, les réservistes rejoignent leur activité normale. Alors mon général, merci pour votre entretien, cette interview très riche. Notre interview touche à sa fin. Quelle est votre ambition, mon général, 2021 pour la réserve opérationnelle de la gendarmerie? Alors, l'ambition est d'abord, on vient de sortir de 2 ans et demi, 3 ans avec plus de 20 propositions qui ont été atteintes. Ces propositions, on les a réalisées au profit de nos réservistes et nos réservistes nous font retour de leur satisfaction, même en termes de visibilité et de lisibilité et de reconnaissance. C'est-à-dire que nos réservistes souffraient parfois un peu d'œuvrer dans l'ombre et pouvaient avoir le sentiment, mais c'est comme tous les sentiments, il faut vérifier et faire en sorte que ça soit, je dirais, quelque chose de maîtrisé, pouvaient avoir le sentiment qu'ils n'étaient pas reconnus. Donc aujourd'hui, nous avons des bons retours sur cela. L'ambition en fait, de 2021, c'est l'ambition qu'on porte aux côtés de notre directeur général jusqu'en 2024. Alors pourquoi j'étends au-delà de 2021, mais on commence déjà à le faire. J'étends au-delà de 2021 parce que nous avons une sédimentation missionnelle que j'ai évoquée au travers des missions sur lesquelles vous m'avez interrogé. Cette sédimentation missionnelle, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre l'immigration régulière, c'est la sécurité publique générale, c'est le service national universel qu'il faudra encadrer, car ces jeunes, il ne faut pas les décevoir, il faut les encadrer, il faut donner du sens à leur action. C'est de multiples missions et puis des rendez-vous sportifs majeurs. La Coupe du Monde de rugby 2023, les Jeux Olympiques 2024, et pour tous ces rendez-vous et cette sédimentation missionnelle, nous devrons recruter. Et finalement, mon ambition pour l'année 2021 jusqu'en 2024, c'est de recruter un peu plus de 6000 réservistes par an pour pouvoir être à ces rendez-vous missionnels, fournir des réservistes qui sont bien formés, bien entraînés, bien équipés et qui sont motivés. Et je pense que là aussi, on n'a pas le droit de décevoir nos réservistes, mais ces réservistes, on n'a pas le droit non plus de décevoir nos concitoyens dans la production de sécurité. Donc pour 2021, c'est continuer à accueillir des réservistes en nombre, à les former. Et puis je dirais, mon ambition pour 2021, mais c'est à la limite peut-être une préoccupation constante, c'est que ce réserviste de la gendarmerie, il soit épanoui et heureux d'être à nos côtés. Je pense que ça peut sembler une ambition simple, mais en tout cas, je veille
les collaborateurs du CRG que vous avez croisés tout à l'heure, je veille à ce que ces réservistes, chaque jour, se disent finalement l'emploi dans la réserve est de plus en plus facilité et surtout j'y trouve mon compte comme la gendarmerie y trouve son compte. Alors merci mon général pour cette interview très riche qui met à l'honneur la gendarmerie. Et peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs. Bah écoutez, après tout ce que je viens de dire, après tous ces engagements majeurs qui pointent à l'horizon 2024-2025, je n'aurai qu'un mot à adresser à ceux qui nous regardent, c'est rejoignez-nous.